le raisonnement que vous suivez, si j'ai bien compris. Oui, en fait, nous apportons une lecture différente des coups d'État. Parce que, Coup d'État en Afrique subsaharienne francophone. En Afrique subsaharienne francophone. Parce que, bon, à un moment donné, on avait vu des titres disant qu'il y avait un retour des coups d'État en Afrique. Et donc, on généralisait le propos. Et nous, on a dit, il n'y a pas de retour de coup d'État en Afrique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de coup d'État qui est permanent en Afrique dite francophone. Donc, il faut bien diagnostiquer le problème. Par exemple, depuis 2020, sur le continent, en tout cas, on a eu 9 coups d'État réussis, c'est-à-dire qui ont conduit à un changement de gouvernement. Et les 8 se sont déroulés, en tout cas, ont été perpétrés dans les anciennes colonies françaises. Donc, c'est très significatif. Et quand on regarde depuis 1960, en fait, les pays de la zone franc, en tout cas les anciens territoires sous domination française au sud du Sahara, ont été quelque part des champions du monde des coups d'État. Maintenant, il faut expliquer cette spécificité francophone. Et ce que nous disons, c'est que ce qui explique ça d'une certaine manière, c'est ce droit impérial, c'est-à-dire le droit que la France s'est arrogé de dire vous, les peuples, vous avez le suffrage universel, mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le choix de la France. C'est ce que nous appelons le suffrage impérial et qui est au-dessus du suffrage universel. Et donc, ça a conduit dans certains pays, par exemple comme au Sahel, à des États très faibles. Par exemple, au Burkina Faso, bon, d'après les chiffres qui existent, il y a eu 11 coups d'État depuis 1960. Et donc, toutes les tentatives de coup d'État ont pratiquement réussi. Je pense qu'il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas du tout démocratiques. Ce n'est pas le premier venu qui se réveille qui organise un coup d'État et ça marche. L'autre chose également, c'est que, d'une certaine manière, comme on a dit, le système france-africain est tellement verrouillé, les élections sont tellement verrouillées que seuls des candidats du système ou qui sont en bon terme avec le système france-africain ont les chances, disons, d'être élus président. Et donc, les jeunes en particulier n'ont aucune chance d'être élus via des élections. Alors donc, que le corps électoral est en majorité jeune. En majorité jeune. Et donc, paradoxalement, et ça, c'est les chiffres qui le montrent, quand on est jeune en Afrique dite francophone, la seule manière d'arriver au pouvoir, à la présidence, c'est via un putsch. Ce n'est pas nous qui le disons, nous le souhaitons. C'est ce que montrent les chiffres. Et vous allez voir que, par exemple, Mamadi Doumbouya, il a 41 ans quand il renverse Alpha Condé, qui a 82 ans. En Guinée. Oui, en Guinée. Au Burkina Faso, Ibrahima Traoré, il a 34 ans quand il prend le pouvoir, etc. Donc, on a un système gérontocratique et paradoxalement, ce qui ralentit le vieillissement de l'exécutif, parce qu'on a des dirigeants qui ont plus de 90 ans, comme Biya au Cameroun, Biya, oui. Alassane Ouattara qui est arrivé au pouvoir à plus de 70 ans, etc. Et donc qui aussi se maintiennent au pouvoir via des changements constitutionnels illégitimes, etc. Et donc, du coup, bon, seuls les jeunes en âme peuvent arriver au pouvoir. Et donc, le cas sénégalais est également intéressant parce qu'on a des jeunes qui peuvent arriver au pouvoir via des élections normales, mais on vous dit, vous ne pouvez pas faire des élections parce que vous ne devez pas gagner les élections. On est en France-Afrique, mon Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Et donc, c'est un peu ça notre lecture des coups d'État. Et ce que nous montrons paradoxalement, c'est que quand il s'agit d'affronter la France-Afrique, parfois, il y a eu des dirigeants militaires qui ont été prêts à sortir de la France-Afrique. Donc, parfois également, c'est ce que nous montrons. Ce n'est pas que les militaires soient progressistes, ils ne le sont pas, généralement, ils ne l'ont pas été. Mais les rares fois qu'il y a eu des progrès, en tout cas pour s'émanciper de la France-Afrique, c'est venu avec des militaires. Mais comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Bon, parce que c'est un système hyper verrouillé, hyper verrouillé. Mais pourquoi les militaires ont ce courage, entre guillemets, pourquoi ils offrent de la respiration? À un moment donné, ils offraient de la respiration démocratique, ils étaient comme des rectificateurs des processus démocratiques qui dérivaient. On a vu ça notamment au Niger, où l'armée a été pendant longtemps une sorte de rectificatrice des tendances autoritaires post-démocratisation. Et là, en fait, on a l'impression que c'est grâce, entre guillemets, aux militaires qu'un certain nombre de thématiques comme le franc CFA, comme les bases militaires françaises, des thématiques populaires, entre guillemets, montent en première ligne. Alors pourquoi c'est eux et pas les autres? Pourquoi pas les civils? C'est justement ce qu'on vient d'expliquer, c'est que des civils progressistes ne peuvent pas parvenir au pouvoir parce que le système des élections en particulier n'est pas fait pour ça. Et donc la seule solution effectivement pour arriver à une alternative, ce sont des militaires qui prennent le pouvoir par la force. Alors après, tous les militaires ne vont pas aller vers un changement significatif. Il y a un exemple intéressant, c'est celui de Madagascar en 1972. En 1972, il y a une révolte populaire qui part des étudiants, des ouvriers lycéens de la capitale et qui finalement va pousser le président Tirhanen, qui est
lié à la France, enfin, qui conduit une politique très néocoloniale, à quitter le pouvoir et à le remettre à l'armée. Et ce sont effectivement ces militaires qui vont conduire le pays pendant quelques années, qui vont parvenir à couper les liens sur le plan militaire avec la France et donc à sortir de la zone franc, à aussi pousser la France à quitter militairement la grande île. Et voilà, donc ce sont eux qui ont eu le courage, alors pour plusieurs raisons, parce que ils avaient une légitimité populaire, puisqu'ils étaient soutenus par la population qui, elle, avait lancé cette... Je m'arrête là. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je m'excuse pour le son, je fais ce que je peux, mais bon, c'est vrai qu'il va falloir que j'investisse vraiment des moyens pour le son, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui se plaignent de ça, donc je m'en excuse très clairement. Voyez-vous? Donc Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Eh bien, là, j'ai saisi ça il y a 3-4 jours. C'est une émission animée par le jeune frère camerounais, journaliste plus indépendant que Alain Foucault, qui s'appelle Kwamwao, parce qu'il était précédemment, il y a quelques années, journaliste au Monde. Et puis, c'était à l'époque de coup d'État en Côte d'Ivoire où il a rendu sa démission parce qu'il avait rédigé un papier et qui avait été corrigé, enfin, en tout cas, censuré, voilà, par les rédacteurs en chef. Et donc, lui, suite à ça, j'ai cru comprendre qu'il a démissionné. Donc, je trouve que c'est un homme qui a bien fait son métier de journaliste là en la matière. Voyez-vous, donc là, il a invité deux personnalités qui ont écrit de nouveaux bouquins. C'est Fanny Pigeot, voilà, et puis Ndongo Sambasila, le frère sénégalais, intellectuel sénégalais, voilà, et ils sont à leur deuxième. Ça, c'est le premier. Et puis le précédent, c'était sur le franc CFA, l'arme invisible de la France-Afrique. Voilà, c'est toujours eux, Fanny Pigeot et puis Ndongo Sambasila, voilà. Alors là, ce bouquin-là, je l'ai parcouru, je n'ai pas encore eu le temps de le lire en détail, mais il est fort intéressant parce qu'il faut un rappel historique. Et c'est toujours important parce que c'est l'histoire qui permet de comprendre le présent et c'est le présent qui fait l'avenir naturellement. Donc ce livre s'appelle « De la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral ». Voilà, vous voyez, ça c'est leur nouveau bouquin qui vient de sortir là il y a moins de 15 jours. Voilà, et donc je me suis rapidement procuré parce que je suis suite à l'émission, donc je suis allé tout de suite me procurer. Et c'est extraordinaire parce que, par exemple, ils ont récapitulé, ils ont fait un tableau où ils ont récapitulé les coups d'État dans la zone francophone là. Alors, ce tableau-là, il est là, regardez, dans le bouquin, il est là le tableau, vous voyez bien, voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tableau coup d'État réussi dans la zone franc de 1960 à 2022, voilà. Les coups d'État qui sont réussis. Donc, ils ont fait pays par pays. Vous avez donc le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, Congo, je crois que ça doit être République du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qu'ils disent de cette période-là, de 1960 à 2022? Bon, moi, ce que je regrette, enfin, en tout cas, ce qui est dommage, ce que je dirais, c'est que ils ont fait un tableau comme ça pour parler des coups d'État militaires, mais en réalité, ils auraient pu renforcer leur étude en parlant des coups d'État constitutionnels, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, qu'on assiste à ça au Sénégal. Voilà. Mais j'ai pris quelques notes rapides, mais je vais parler du Sénégal justement dans ma vidéo d'aujourd'hui. Mais je fais l'introduction sur leur bouquin que je trouve intéressant. Vous voyez? Donc ils disent quoi? Ils disent par exemple que, en fait, pour les coups d'État militaires sur cette période-là de 1960 à 2022, ceux qui arrivent en tête, c'est au Burkina Faso. Il y a 11 coups d'État sur cette période-là, coups d'État militaires. Ensuite, après le Burkina Faso, c'est République du Congo. Alors, je pense que ça doit être Congo-Brazzaville, parce qu'ils ont mis Congo R. Voilà. Et là, on a 7 coups d'État. Après le Burkina Faso, c'est République du Congo-Brazzaville, je crois, Congo-Brazzaville. Et puis ensuite, il y a, comment dire ça, en troisième position, les Comores. Voilà, les Comores, vous rappelez-vous Bob Denard, qui a fait la pluie et le beau temps de son vivant. Là-bas, ouais, les Comores, il est très très connu, il était même considéré comme un dieu. Donc après les Comores, il y a 6 coups d'État sur cette période-là. Vous avez ensuite la Mauritanie. La Mauritanie, avec également 6 coups d'État. Et ensuite, après la Mauritanie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Bénin. Voilà, le Bénin, 6 coups d'État aussi, qui ont connu le Bénin. Et ensuite, bon, je ne vais pas tout lire, évidemment, je ne vais pas vous barber, mais c'est juste pour vous donner une petite idée, en disant que, donc j'ai dit premier, deuxième, troisième, quatrième position, c'est
comment dire, le Mali. Voilà, le Mali, donc il y a 5 coups d'État, cette période-là, de 2060 à 2022. Vous voyez? Alors, pour terminer, hein, vous allez prendre connaissance, pour ceux qui s'intéressent, hein, c'est très intéressant. Hein, c'est qu'ils ont dit qu'il y a le Cameroun et le Sénégal, où il y a 0 au niveau statistique. Il n'y a pas eu de coup d'État là-bas, coup d'État militaire en tout cas, hein, de 1960 à 2022. Mais c'est pour ça que quand j'ai vu les chiffres pour le Cameroun et puis le Sénégal, j'ai dit, ben, par exemple au Cameroun, où Paul Biya y est depuis 1982, eh ben, il faut parler de coup d'État constitutionnel. C'est très intéressant parce que justement, ces gens qui se maintiennent pendant des décennies, ils ont tripatouillé la Constitution à un moment ou à un autre, malheureusement. Voyez-vous? Voilà. Donc, il est intéressant leur bouquin, je le crois. Et puis, ce qu'ils avaient fait déjà sur le franc CFA. À la fin, je vais vous montrer de plus près. Mais voilà, ceux qui sont intéressés rapidement. Hein, par exemple, là, ils ont un chapitre, le chapitre 9, qui dit derrière la vitrine démocratique sénégalaise, le jeunisme électoral, voilà, de 2019 à 2023. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est page 273. Voilà. Donc c'est très intéressant. Donc chapitre consacré au Sénégal. Voilà, tout expliqué. Bon, ben écoutez, comme j'ai fait d'habitude, je suis plus à l'aise moi pour parler en fruits. Hein, eh ben, je dois dire que Macky Sall, selon moi, par ses agissements, eh ben, d'une certaine façon, on va lui dire merci. Oui, il faut lui dire merci. Alors pourquoi? Mais parce que de par ses agissements, eh ben, il conforte la position du colonel Goïta au Mali, du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et du général Tiani au Niger, très clairement. Oui, oui, oui. Oui, parce que lui, avec Alassane Ouattara et Patrice Talon, ils étaient les premiers va-t-en-guerre pour aller en découdre avec les militaires qui ont pris le pouvoir dans ces 3 pays-là, les pays de l'AES. Voyez-vous? Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, on constate aujourd'hui en 2024 que Macky Sall, eh ben, il fait pire qu'eux. Voilà. Parce que vous allez constater, moi je vous dis, ces 3 pays-là, vous allez regarder, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, quel est le nombre de blessés et quel est le nombre de morts. Première question. Et ensuite, vous allez comparer avec Macky Sall, qui est au pouvoir depuis 12 ans, depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à 2012, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Hein, Macky Sall, jusqu'en 2019, ensuite, là, on est en 2024, voilà, durant tout son règne. Hein, tout son règne, ça fait 12 ans, eh bien, combien de blessés il y a eu sur son règne et combien de morts? Voilà. Et maintenant, vous allez comparer ça, ces statistiques-là, avec les pays de l'AES, le nombre de morts depuis qu'ils sont au pouvoir, ces 3 dirigeants militaires. Vous voyez, il n'y a pas photo. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, comme je dis toujours qu'on insulte l'intelligence des Africains 24 heures sur 24, là, c'est une illustration, là, palpable, tangible, que je montre là, quand je vous montre les chiffres des blessés et des morts dans ces différents pays-là, quand les militaires sont au pouvoir récemment, et puis même Macky Sall qui est au bout de 12 ans, hein, et sans oublier les prisonniers politiques. Ah ben oui, prisonniers politiques, vous comparez donc toujours pareil dans ces 3 pays, les pays de l'AES, et vous comparez avec Macky Sall, et puis aussi les autres pays même d'ailleurs. Voilà, hein, la zone des aliénés, sur mon t-shirt, la zone des complexés, des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Et on peut s'en sortir, c'est une question de volonté, une volonté personnelle, une volonté collective, une volonté politique, tout naturellement. Une fois qu'on a réuni ces 3 éléments-là, on est les numéro 1 au monde. Mais c'est un préalable. Autrement, on va toujours être les derniers. Voilà. Les choses sont claires pour moi. Donc, je disais que faut dire merci à Macky Sall finalement, parce que malgré lui, hein, parce qu'il n'a pas fait ça pour nous faire plaisir, hein, il a fait ça parce que c'est un esclave, hein, c'est comment dire ça, nègre de maison, très clairement, hein, un franc-maçon, très clairement, voyez-vous. Donc, alors, avant de continuer, je dois dire que j'ai regardé la vidéo de Madame Yamb, que j'aime beaucoup, je vous dis très franchement, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je fais partie des premiers à avoir fait des vidéos pour la défendre quand elle a été menacée, ou elle a été même expulsée de la Côte d'Ivoire, voilà. Ça remonte en 2019, voilà. J'étais un des premiers. Elle a beaucoup de soutien, c'est vrai. Mais quand vous revenez en 2019, eh ben, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient fait des vidéos, parce qu'il y en a qui la découvraient, voilà, comme moi aussi. Mais la différence, c'est que moi, j'ai fait des vidéos tout de suite. Voilà. Et quand on fait des vidéos, on prend beaucoup plus de risques que quelqu'un qui soutient et qui est dans comment on appelle ça, un arrière-plan, hein, ou dont on ne voit pas le visage, ou même l'identité. Vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'ai regardé sa dernière vidéo justement consacrée à l'agissement politique au Sénégal avec Macky Sall. Et elle, je suis totalement en opposition avec sa thèse. Alors, on est dans un débat d'idées, on est dans une discussion comme ça intellectuelle, et que par conséquent, ça doit rester pacifique, ça doit rester, comment dire, fair play. Oui, oui, c'est un mot que j'affectionne. Parce que très souvent,
je suis très respectueux de ses travaux, les vidéos qu'elle fait, tout ce qu'elle produit, parce que c'est une dame qui est sérieuse, c'est une dame qui est, comment dire ça, professionnelle, qui a beaucoup d'expérience, mais simplement, il y a des fois où je ne suis pas. Et là, je vais le dire. Et puis en plus, c'est pas la première fois. Bon, ça va pas lui plaire, je sais pas, mais en tous les cas, si on est des gens, parce qu'on dit il y a rien de pire que l'indifférence, alors que là, comme je vous souligne que j'ai pas d'hostilité vis-à-vis d'elle. Simplement, il y a des fois quand elle dit des choses là, en l'occurrence, ça fait la troisième fois, je dis non, je suis pas d'accord. Là, je vais le dire là. En fait, la première fois, c'était par rapport à quand Ahmed Bakayoko était mort, et moi je disais que non, il a été empoisonné, et elle soutenait que non, mais attendez, arrêtez. Elle n'a pas dit mon nom, mais elle a parlé de manière générale en disant attendez, les gens peuvent mourir de mort naturelle. Pourquoi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt en Afrique, on dit non, pas comme ça se passe. Et maintenant, on le sait. On a su très vite qu'il a été empoisonné par Alassane Ouattara et compagnie. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est elle a été rendre visite à Mbalo. Donc, en fait, je veux dire par là, comme j'aime beaucoup par rapport à ce qu'elle produit, par rapport à son intelligence, et je me dis, mais comment ça se fait qu'elle est dans une sorte d'égarement là? Je comprends pas. Voilà. Donc, je le dis là, voilà, parce que moi je me veux être un homme intègre, un homme honnête, et que par conséquent, je ne peux pas voir sous prétexte que j'ai de l'estime ou machin. Non, faut dire. Et puis maintenant, argument contre argument, toujours. Et puis je demande à ce que les gens soient fair play. Être fair play, c'est de reconnaître, parce que l'erreur est humaine, c'est de dire oui, c'est vrai. Et puis maintenant, on avance. Voilà, parce que même moi-même, si j'ai des trucs qui sont de travers, où je me suis trompé, il faut le dire dans les trucs, mais avec honnêteté, parce qu'il y en a qui sont malhonnêtes et qui font croire qu'ils sont panafricains alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont plutôt france-africains. Voilà la différence. Vous voyez? Donc, Madame Yamb et moi, Nathalie Yang et moi, on est sur le même bord. Le même bord, c'est-à-dire les panafricains convaincus, authentiques panafricains. Mais je dis quand elle fait des erreurs, je peux pas m'empêcher de rappeler ça. Donc, premier, je dis Ahmed Bakayoko le décès, elle était en train de dire, et puis même pareil pour le président tanzanien qui était mort à l'époque, pareil, elle disait que oui, les gens peuvent mourir. Non. Faut prendre conscience que les enjeux sont tellement énormes que voilà, ces gens sont exposés, ils ont qu'on les a empoisonnés. Donc maintenant, c'est vérifié, de toute façon. Mais moi, je vous disais déjà, avant même qu'on attende 2024. Donc, c'est pour ça. Vous prenez mes vidéos passées, vous allez voir. Deuxième truc, c'est quand elle a rendu visite l'année dernière à Mbalo. J'ai rien compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je n'en avais pas parlé, mais là, j'en parle maintenant. Maintenant, le troisième point, c'est, comment dire ça, elle a rencontré Mbalo, Bon, donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Je me suis interrogé. Je comprenais pas. Ensuite, là, maintenant, le dernier sujet d'actualité où je conteste, alors que Dieu seul sait qu'elle a fait beaucoup de vidéos, depuis qu'elle a commencé à en faire. Et vous voyez bien que plein de vidéos, j'ai jamais rien dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est tellement bien fait. Voilà. Et d'ailleurs, on voit le succès qu'elle a, et notamment quand elle s'est exprimée à Sochi en 2019. Et puis, ça a permis justement au grand public de la découvrir. Voilà. Mais là, en ce qui concerne le Sénégal, je dis non, je suis pas d'accord avec sa thèse. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle dit dans sa vidéo qu'elle a fait dernièrement? Elle dit, voilà, que la France veut remplacer Macky Sall pour mettre, comment s'appelle, le fils Wade, Karim Wade. Non, je suis pas d'accord. J'explique pourquoi. En fait, c'est marrant parce que elle, pourtant, elle s'y connaît beaucoup mieux que moi, par exemple, la politique en Côte d'Ivoire, et puis d'autres pays aussi, très clairement. Vous voyez? Mais des fois, il y a des fois là où elle fait des erreurs, mais l'erreur est humaine, donc c'est bien de lui rappeler ça. Maintenant, j'espère qu'elle va bien le prendre. Mais sinon, bon, tant pis, parce que moi, je suis quelqu'un, je dis, ma religion, c'est la vérité, la justice. Donc, je négocie pas là-dessus. Voilà, faut qu'on soit d'accord. Donc, je disais que, pour moi, en réalité, je dis qu'elle connaît mieux la Côte d'Ivoire, là, puisqu'elle a vécu là-bas. Elle a été conseillère de monsieur le professeur Mamadou Koulibaly. Bon, mais c'est pareil, en fait, pourtant. On peut amener un peu les expériences de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. En fait, selon moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, mais je le rappelle aujourd'hui encore, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, c'est que je dis en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui sont partisans de fermeture de la base militaire française et de la disparition du franc CFA. Ils ne sont pas nombreux. Le professeur Mamadou Koulibaly, voilà, je le mets en tête, alors qu'elle, elle est proche de lui. Donc, pareil, quand on quitte la Côte d'Ivoire et qu'on vient au Sénégal, mais mis à part Ousmane Sonko, mais toute la classe politique sénégalaise est, comment dire, France-africaine. Ils sont partisans du système de la France-Afrique, très clairement. Voyez-vous? Hommes comme femmes, eux tous. Maintenant, je dis, dans les commentaires, envoyez-moi des hommes et femmes politiques qui, hormis Ousmane Sonko, sont panafricains au sens de demander la fermeture de la base militaire française en Afrique, des bases militaires françaises, notamment au Sénégal, et puis la suppression du franc CFA, dans l'immédiat, le plus tôt possible. Dites-moi si je me trompe. Donc, pour revenir à la Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais, mis à part le professeur Mamadou Koulibaly, et puis maintenant, récemment, quelqu'un que j'ai découvert, qui est le professeur, oui, professeur aussi, mais Awadon Melo, très grand monsieur, j'ai dit, voilà. D'ailleurs, rappelez-vous, j'ai déjà fait des classements où je dis, les hommes politiques en Côte d'Ivoire, je mets en premier le professeur
Mamadou Koulibaly, c'est-à-dire c'est des gens, s'ils avaient le pouvoir, eh ben, on va faire un pas de géant, voilà, pour sortir de la France-Afrique, définitivement. Et en deuxième, je mets Awa Dombello. En troisième, je mets le frère, comment dire ça, Charles Blé Goudé. Ah oui, je vais énerver la Légore encore. Hein, c'est pas mon problème parce que moi, je suis militant de la vérité, rien que la vérité. Ensuite, en quatrième position, je mets Madame Simone Gbagbo. Et puis le président Gbagbo lui-même, je le mets en cinquième. Donc, il faudrait savoir pourquoi. Je vais même que le président Gbagbo, je vais même encore le baisser d'écran parce que il y a des jeunes femmes là que j'ai découvert que je trouve, si elles avaient l'opportunité d'occuper des postes, elles vont assurer pour en finir avec la France-Afrique. Je pense à Madame Poultéric Ballet, par exemple. Vous voyez, ou alors Fleur Akembo, la jeune femme, jeune sœur là qui est à Beauville, voilà, je crois qu'elle est pas mal aussi, mais bon, elle est dans, j'allais dire les jupes du PPACI, FPI précédemment et puis PPACI maintenant. Et la pauvre, elle paye le prix de la jeunesse, parce que comme elle est jeune, donc ils n'ont pas envie de la prendre au sérieux. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne à confier, donner, mais qu'est-ce que je dis confier? On donne à Adama Bictogo d'abord le siège de député volé à Fleur Akembo à Beauville, et ensuite on donne maintenant la mairie de Yopougon, qu'il a volé aussi à Michel Gbagbo, ou alors au jeune frère aussi, comment il s'appelle, Oufouette, là, voilà, qui m'a l'air très bien d'ailleurs. J'ai même, en observant l'actualité là-dessus, sur ce qu'il y a eu à Yopougon pour l'élection municipale, je le connaissais pas, je le découvre, et puis je commence par finir par préférer lui à Michel Gbagbo. Il m'a l'air beaucoup plus sincère, voilà. Parce que Michel Gbagbo, c'est un fils à papa, bourgeois, qui n'est pas malhonnête, mais en même temps, il n'est pas en manque. Voilà, donc du coup, on accepte de lui concéder ça, alors que normalement, il devait boycotter le conseil municipal. Mais voilà. Enfin, je reviendrai un autre jour, parce que j'en ai déjà parlé, donc voilà. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est voilà. Par rapport à Macky Sall, et le fait que Mme Yam, elle dise que oui, la France veut enlever Macky Sall pour mettre Karim Wade. Non, 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 pas du tout. En réalité, c'est pas les candidats qui manquent au Sénégal. Voilà. C'est pour ça que je suis surpris que quelqu'un comme elle fasse pas le lien avec la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pareil. Il y a beaucoup de candidats qui sont prêts à remplacer M. Ouattara et puis continuer le système de la France-Afrique. Et donc, les personnalités que j'ai citées tout à l'heure, je dis, bon, à la rigueur, ces personnalités, oui, eux, on est sûr qu'ils vont pas adhérer à ça. Eux, ils vont être beaucoup plus proches des colonels au Mali, du capitaine au Burkina Faso, et puis, comment dire ça, au général Tchiani qui est au Niger, quand bien même ils sont des civils. Voilà. Mais sinon, au Sénégal, je vous dis, dites-moi qui, hormis Ousmane Sonko et ses partisans, quels sont ceux qui sont partisans, qui sont proches du paradigme du capitaine Ibrahim Traoré, du général Tchiani, et puis du colonel Assimi Goïta. Dites-moi, voilà, je suis curieux. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce que je pense, moi, voilà mon point de vue. Je crois que, comme je dis, je fais la similitude avec, la Côte d'Ivoire, c'est que Alassane Ouattara, lui, il fait des salam-alek en permanence à la France depuis qu'il est au pouvoir pour leur dire, écoutez, je suis disposé à faire tout ce que vous voulez, même je peux même faire plus que vous voulez, vous. Quand vous me demandez d'envoyer une bouteille, moi, je vous envoie carrément le casier, si ce n'est même pas la boutique. Je n'exagère rien du tout. Les choses sont claires pour moi, dans mes analyses, réflexions. Vous voyez? Et donc, c'est pareil. Dans le cas du Sénégal, M. Macky Sall, la France, quand bien même elle estime qu'il commence à être impopulaire, mais elle a l'embarras du choix, mais en même temps, lui, elle sait déjà ce qu'il sait faire. Donc, du coup, elle va rester dans le confort. Or, quand Mme Yam mentionne Karim Wade, mais non. Karim Wade, je crois qu'il est beaucoup plus intéressé par ses affaires. La preuve en est, il faudrait vérifier le nombre de jours, le nombre de semaines, le nombre de mois, le nombre d'années qu'il a vécu au Sénégal. Quand on sait que, elle-même, elle le mentionne d'ailleurs. Pourquoi, quand il est sorti de prison, et puis il allait là-bas dans les pays du Golfe. Voilà. Voyez-vous? Il allait vivre là-bas, tranquillement. Parce que c'est pas quelqu'un qui fait de la politique, c'est un affairiste. Et le peuple sénégalais a pris note, l'expérience de son père. Quand son père était au pouvoir, Karim Wade a fait des choses, détournement de fonds, c'est même pour ça qu'il a été en prison. Et puis aussi, il s'est considéré comme demi-dieu, ou je sais pas quoi, la petite dieu, ou je sais pas. Bon, en tout cas, les Sénégalais le connaissent très bien. Donc c'est ainsi qu'il a eu aucune chance. Alors l'histoire de, comment dire ça, la polémique sur justement le fait qu'il a la double nationalité, puisque sa maman est leucoderme, blanche, française, et puis son père, Abdoulaye Wade, négro comme moi, sénégalais. Bon, ben, ce qui se passe, c'est qu'au fond, j'ai rappelé dans ma vidéo précédente que le président Abdoulaye Wade, lui, quand le président Gbagbo était exposé, au lieu d'aider le président Gbagbo, mais non, il a aidé ceux qui ont fait partie du président Gbagbo, parce que lui, il croyait qu'il était préservé. Or, quand son tour est arrivé, ils l'ont viré parce que eux, dans leur casting, ils savent qui est-ce qu'ils veulent. Donc, je me dis quoi? Je me dis, ben, la France-Afrique ne veut plus du père Wade. Et bon, il est âgé, certes, mais son fils également. Et puis son fils lui-même, personnellement, ça l'intéresse pas vraiment. Vous voyez? Donc, je dis, si c'est la France qui veut le mettre, mais eux, étant donné qu'ils ont des gens qui payent 24 heures sur 24, quand ce qu'on le soulève là, ce qu'on lui oppose, à savoir que il n'a pas, comment dire ça, sa nationalité, il n'a pas laissé la nationalité française dans les temps,
Hein, et c'est ce qui a fait que il peut pas être candidat pour l'élection présidentielle prévue au Sénégal le 25 février 2024. Normalement, la date initiale, avant que Macky Sall ne raconte sa vie là. Hein. Bon. Donc, en gros, ce que je dis par là, c'est que je dis, si c'est vraiment la France qui voulait le fils Wade, Karim Wade, eh ben, ils ont les connaissances aussi bien de la constitution sénégalaise que, la constitution française, hein, le droit français. Et pour ne pas dire, c'est eux qui ont écrit même les deux côtés, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, non, c'est pas ça, en fait. Hein. Ce qui se passe, c'est plutôt que le système politique, au Sénégal, les gens qui sont au pouvoir depuis 1960, hein, ce clan-là, cette oligarchie-là, ce sont eux qui ne veulent rien savoir, qui veulent garder le pouvoir jusqu'à vitam aeternam. Et ben, il paraît même que le président Wade l'avait rappelé lui-même quand il a pris le pouvoir, que lui, il a décidé que au moins 50 ans, qu'il doit rester au pouvoir, lui et puis tous ceux qui sont de la même obédience que lui là. Voilà. Et notamment, quelqu'un comme Macky Sall, c'est un élève de Abdoulaye Wade. Vous voyez, à la limite, il s'est peut-être montré très tôt, il a fait preuve d'émancipation, et c'est ce qui n'a pas plu à Maître Abdoulaye Wade, mais qui maintenant, en apparence, fait croire qu'il est contre, Macky Sall, alors que non, en réalité, c'est une duperie, on dupe le peuple, très clairement, on insulte l'intelligence du peuple. Et c'est pour ça que je dis, comme moi, ma religion, c'est la vérité et la justice, je suis en quête permanente de vérité, je cherche la vérité, voilà, partout. Voilà. Et la vérité, on le sait très bien, elle finit toujours par triompher, très clairement. Voilà. Ça, c'est ce que je tenais à préciser par rapport à la sœur Yamb. Hein, c'est la vidéo qu'elle a faite hier pour dire que non, la France veut mettre... Non. La France, qu'elle voudrait, c'est que ses intérêts soient préservés. Ce qui fait que c'est soit Macky Sall, soit même l'ancien maire de Dakar, comment il s'appelle, pas Idrissa Seck, l'autre businessman là. Lui aussi, il a été Premier ministre, mais maire de Dakar, c'était plutôt Khalifa Sall, voilà. Soit Khalifa Sall, soit, comment il s'appelle, l'actuel maire aussi, hein. Tous ces mondes-là. Et je vous dis, moi, à ma connaissance, c'est Ousmane Sonko qui est un des très rares au Sénégal en tant qu'homme politique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent plus de la France, mais je parle de politique de premier plan. Voilà. C'est lui qui est, pour moi, les choses sont claires. Et c'est la raison pour laquelle la France-Afrique a mis toute la machine en marche pour faire diversion, là. On assiste à la diversion. Maintenant, il appartient au peuple de prendre le pouvoir, parce que le peuple est légitime, le peuple est souverain. C'est clair. Voyez-vous? Et c'est pour ça que dans mes vidéos passées, j'ai aussi fait appel aux frères et sœurs qui sont très connus, qui doivent se prononcer. Et quand je dis se prononcer, c'est qu'ils prennent le micro en public et non pas s'asseoir ce jeu ou dans leur bureau pour envoyer des fax ou des SMS ou des messages comme ça sur les réseaux sociaux. Non. Voilà. Vous voyez? Parce que c'est trop facile de faire ça. Là, maintenant, comme l'heure est grave, eh bien, on assume. Hein, on va prendre le micro sur la place publique et puis on parle. Évidemment qu'il y a des conséquences, mais il faudrait savoir ce qu'on veut. Voilà. Donc moi, je suis là pour détecter tous les faux, là, les faux fuyants, tous les faux culs, tout. Voilà. Ah oui. Et je vous dis, c'est les moyens qui manquent. Ah oui. Dieu seul sait. Donc, pour poursuivre, ce que je vous disais, par rapport aux petites notes que j'ai prises, je disais que, en fait, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, les 3 pays de l'AES sont en train d'enterrer la France-Afrique, le colonialisme, l'impérialisme au Sahel. Oui, pour moi, les choses sont claires. Oui. Les 3 pays là, les pays de l'AES là. Ils sont en train d'enterrer actuellement l'impérialisme, le colonialisme et la France-Afrique au Sahel, très clairement, avec leur, politique qu'ils mettent en place, hein, leur programme de société qu'ils sont en train de mettre en place. La révolution d'ailleurs. Je dis, moi, je parle pas de coup d'État, hein, je parle de révolution. Au Mali d'abord, ensuite au Burkina Faso et au Niger. Voilà. Ce sont des révolutions. Et vous avez vu d'ailleurs, dans l'émission tout à l'heure, l'extrait que je vous ai montré, en fait, qu'est-ce qu'ils expliquent? Je suis pas d'accord avec eux sur 2 points là. Il y en a d'autres, mais bon, même si je suis d'accord en général. Ils ont dit, oui, les militaires ne sont pas progressistes. Si. Alors, évidemment, pas eux tous, mais il y en a eu. Sankara était progressiste. Voilà. Et d'ailleurs, les militaires qui sont en Madagascar, quand ils ont pris le pouvoir en 72, voilà, ce sont eux qui ont même fait tomber le franc CFA. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que c'est extraordinaire. En 72, je dois vous dire que je savais que le Madagascar n'avait plus le franc CFA, mais par contre, je ne savais pas les détails. Mais avec eux, justement, par leur bouquin, voilà, là, j'ai appris ça. Voilà. Elle l'a dit d'ailleurs, Fanny Pigeot, voilà, dans son intervention tout à l'heure. Voilà. Hein, ce sont les militaires au Madagascar, comme ils avaient le soutien populaire du peuple, eh ben, ils ont allé faire des réformes, notamment à faire tomber le franc CFA. Est-ce que pour autant, les gens sont d'une pauvreté extrême au Madagascar? Non. L'expérience du Madagascar, ça montre que si on veut, on peut. Si on aime son peuple, si on aime sa patrie, eh ben, on y va, et puis on prend des dispositions, hein, essentielles. Voilà. Vous voyez? La France, elle fait toujours la raison du plus fort, mais sinon, par exemple, les îles éparses autour là qui appartiennent, au Madagascar, la France
ne respectent même pas les résolutions qui sont rendues par l'ONU depuis des décennies. Bon, il y a tellement à dire là-dessus. Je vous dis, eux, ces gens-là, tout s'explique parce que leur religion, c'est le mensonge. Ils ont érigé le mensonge en vérité et à partir, enfin, en religion. Hein. Le mensonge, ils l'ont érigé, le mensonge en religion. Voilà. Comme moi, je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, je m'oppose à eux, mais radicalement, radicalement. Faut qu'on soit d'accord. Donc, je disais pour la suite, Macky Sall, quant à lui, eh ben, Macky Sall, ce que j'ai noté, par ses turpitudes, est en train d'enterrer définitivement la CEDEAO. Ah oui, très clairement. Macky Sall est en train d'enterrer la CEDEAO. Après que les révolutionnaires des 3 pays de l'AES aient décidé de quitter définitivement cette organisation sous-régionale, et c'est irréversible. Selon les déclarations des dirigeants de ces pays-là, et notamment du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, voilà, qui a précisé les choses. Donc, je dis, d'un côté, vous avez les 3 pays de l'AES qui sont en train d'enterrer la France-Afrique, l'impérialisme, le colonialisme, vis-à-vis du peuple noir, peuple africain. Mais Macky Sall, lui, par ces agissements-là, cette turpitude, eh ben, il est en train d'enterrer, en fait, d'une certaine façon pour moi, la CEDEAO. Alors, on a entendu des déclarations qui ont été faites aussi bien, par la France, qui continue, comme elle, je dis, elle insulte l'intelligence des Africains 24/24, donc elle fait du semblant là, une sorte de condamnation, et puis aussi les Américains, et puis la CEDEAO, tout ça, qui fait même deux communications. Mais vous savez, moi, ce qui m'intéresse, comme je dis, je me veux pragmatique, et puis je suis en quête des vérités, je dis, bon, si c'est pour continuer à se moquer de nous, bon, on a compris maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les condamnations là, qui restent verbales? Non, non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Macky Sall et tous ceux qui travaillent avec lui, Macky Sall et ses compagnons de route, eh ben, qu'ils soient sanctionnés, comme on a sanctionné, comme on a les mêmes mesures qu'on a prises pour les colonels au Mali, les mêmes. Alors, on l'applique. Or, ce qu'on observe, c'est qu'ils se contentent simplement des déclarations. Donc, faut arrêter, faut arrêter de se moquer de nous. Voilà, on a compris. Et je dis merci à ceux qui inventent Internet. Parce que je dis, imaginez s'il n'y avait pas ça. Comment je fais, moi, pour vous donner mon point de vue, et Dieu seul sait si c'est important. Voilà. Alors qu'il y a des gens qui sont très, très qualifiés, mais là, le sujet précis qui nous intéresse, ils sont hors sujet, très clairement. Bouya, 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 bouya. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? C'est la nature. Je dis, je suis habité par ça. Je suis pas le seul, naturellement. Mais quand vous êtes habité par quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Voyez-vous? Donc là, en fait, Macky Sall, il faut le priver de voyage, il faut le sanctionner financièrement, et puis il faut mettre des blocus, il faut mettre des boycotts sur le Sénégal. Eh oui, puisque vous avez fait ça pour le Mali, vous avez fait ça pour le Burkina Faso, et vous avez fait ça pour le Niger même, qui dépasse toutes les bornes. À savoir que pas de médicaments, pas de tout, blocage, ferme les frontières. Voilà. Et là, ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont des gens sérieux, voilà, les colonels au Mali avec ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire le premier ministre Choguel Maïga et puis le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, ils sont tranquilles à expliquer quoi? À dire que voilà, nous avons décidé, le 28 janvier, je crois, si je ne me trompe pas, de quitter la CEDEAO. Et la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle a comme réponse? Elle dit, d'accord, mais on va négocier. Négocier quoi? Rien du tout. Elle dit, bon, si vous ne voulez pas négocier, mais quand même, sachez que vous avez 1 an de, comment on appelle ça, de préavis. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parti comme ça. Mais c'est à pouffer de rire, parce que le ministre des Affaires étrangères, il a rassemblé, il a réuni tous les ambassadeurs à Bamako, les ambassadeurs des différents pays, et il leur a dit les 4 vérités. Il dit que nous, quand on dit qu'on quitte la CEDEAO, comment dire ça, le 28 janvier, depuis le 28 janvier, c'est avec effet immédiat, argument. Mais attendez, la CEDEAO a ses tests. Mais il se trouve que la CEDEAO a toujours violé ses tests. Je dis cette organisation-là, d'ailleurs, je vais faire une vidéo. Mais ça, c'est vraiment un manque de temps. Croyez-moi. Mais je travaille là-dessus pour avoir du temps, là, les semaines, les mois à venir, les années. C'est clair. Oui. Je bagaille Dieu sur celle-là. Voilà. Donc, je suis pas très loin, là. Voilà. Je rassure à ceux qui ont beaucoup d'estime pour moi ou qui me regardent régulièrement. Voilà. Parce que quand je suis vraiment dispo, là, je vais vous dire à volonté. Moi, je peux faire 5-6 vidéos par jour. Parce que c'est une passion. Bon, c'est aussi une thérapie. Donc, je disais quoi? Je disais que la CEDEAO, elle existe depuis mai 1975. C'est ça, Donc, ça fait 49 ans. Donc, faisons le bilan. Et comme je vous dis souvent, je dis que moi, je dis les gens qui sont sérieux font le bilan. Quand on n'est pas sérieux, on ne veut pas parler de bilan. Voilà. Ou alors quand ça les arrange. Non. Le bilan, on doit le faire tout le temps, dans tous les compartiments de la vie. Ah ben oui. En tout cas, si on est sérieux et qu'on veut avancer, eh oui. Il faut savoir sur une période, ce que tu as fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et puis, on va en tirer les leçons. Voilà. Oh là, comme ils savent que c'est 0, voire même moins, eh bien là, ils n'ont pas intérêt parce qu'ils ne sont pas maso. Voilà. J'espère pour eux, en tout cas. Bon. Donc, vous voyez, donc, ce que je veux dire, c'est que la CEDEAO n'a jamais respecté, ses tests. Donc, elle ne respecte pas ses tests. Or, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, elle ne respecte rien. Et puis, il demande au Mali de respecter. Non, mais attendez. Vous êtes sérieux, là? Quand vous faites boycott, vous fermez les frontières, alors que ce n'est pas prévu dans les tests.
Hein? Quand, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que ces pays-là sont enclavés. Donc, c'est la circonstance aggravante. Voilà, le fait qu'ils soient enclavés. Vous voyez? Et ça, c'est rappelé aussi par les dispositions internationales. Mais là, ils en ont cure, puisque la France a fait un OPA sur et puis les États-Unis aussi, hein, les Occidentaux, ils ont acheté ce truc-là, hein, moralement, matériellement, voilà. Donc, tous les chefs d'État là, de cette zone-là, hein, les corrompus, les aliénés, eh ben, ils sont là pour faire le sale boulot. Vous comprenez? Mais oui. Donc, en fait, c'est dire, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous-même, vous ne respectez pas vos têtes et vous voulez que, comment dire ça, nous, on le respecte. Et d'ailleurs, je vous dis, quand on est tellement occupé par le quotidien qu'on n'a pas le temps de réfléchir deux fois. Mais quand on y pense, prenez une minute. Hein, vous dites quoi? Vous dites, bon, attendez. Vous avez décidé, hein, de fermer les frontières de manière à ce que le peuple se révolte. Hein, les peuples du Mali, les peuples du Niger, les peuples du Burkina Faso. Donc, vous fermez les frontières. Hein, et la vie est difficile. Et puis même ceux qui ont eu l'occasion de voyager pour aller dans ces trois pays-là, depuis que ils ont instauré ces boycotts-là, hein, eh ben, il faut faire un détour pas possible, hein, faire des escales pas possibles. C'est-à-dire qu'habituellement, s'il n'y avait pas de boycott, tu fais un vol Paris-Bamako, il te faut, je sais pas moi, Abidjan, je sais que c'est 6 heures de vol, mais Bamako, je sais pas combien. Bon, en gros, je veux dire que automatiquement, ça multiplie par 2, voire 3, si c'est même pas 4, hein, pour se rendre dans ces pays-là. Parce qu'il faut faire des détours pas possibles. Vous voyez? Donc, il y a ça, ce qui fait que c'est dépenses d'argent, dépenses d'énergie, hein. Et puis, donc, vous dites à ces pays-là, bon, mais voilà, on vous censure, on vous boycotte, et puis on met en place des mesures pour vous renverser, en gros. Mais eux, comme ils sont courageux, comme ils sont intelligents, c'est des gens sérieux, ils ont dit, bon, d'accord, comme vous dites que on ne fait pas votre affaire, ben nous, on s'en va. Mais nous, on dit, on s'en va, maintenant, ils vous disent, non, non, il ne faut pas partir. Mais... Donc, vous voyez, j'essaie de la faire simple, mais quand on y réfléchit, pendant une minute, on se dit, mais non, mais c'est n'importe quoi. On a envie de pouffer des rires, et je dis, d'accord, c'est comme ça, je dis, j'encourage les frères qui sont très bons au niveau du cinéma, et surtout au niveau du théâtre, one man show, tout ce que vous voulez, mais là, il y a matière, là, pour rigoler, parce que, franchement, c'est incroyable. Mais tout ça s'explique parce que ce ne sont pas des gens libres. Parce que je vous dis, le colonel Assimi Goïta au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et le général Tchiani au Niger, ils sont des gens libres parce qu'ils ont comme patron le peuple. Or, en dehors d'eux, les autres là, les Sassou Nguesso, les Paul Biya, les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, les Macky Sall et consorts, hein, et il y a des mal là, hein, Yassimbe là, hein, Fort Yassimbe là, voilà, et puis au Gabon là, le nouveau colonel, tout ça là, c'est des gens, leur patron, c'est les États-Unis et la France. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette différence-là, qui est une différence majeure. Voyez-vous? Donc, très franchement, je vous dis, c'est très intéressant ce qu'on vit. Et pour la suite au Sénégal, c'est, selon moi, ce qui va se passer, c'est le peuple qui détient la force pour renverser Macky Sall, avec une certaine limite, puisque le peuple, il n'a pas les armes. Mais il a le nombre, et il a la volonté. Là, ce qu'on a appris, c'est que il y a au moins 12, je crois, candidats sur les 20, si je me trompe, 12, ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel et puis aussi la Cour de justice, je sais pas, bon, la Cour suprême, là-bas au Sénégal. Et on attend la décision de ces deux organes-là, importants. Dans les heures qui viennent, ils vont se prononcer. On espère que le Conseil constitutionnel va prendre ses responsabilités pour dire, voilà, Macky Sall, ce qu'il veut, eh ben non, c'est anticonstitutionnel. Les députés là qui ont voté, pour dire que voilà, nous sommes d'accord pour que le mandat de Macky Sall soit prolongé jusqu'en décembre 2024, à la fin de l'année, et puis comme ça, tant qu'il n'y aura pas un nouveau président, il va toujours rester au pouvoir. Si on n'insulte pas l'intelligence des Africains, je me dis, je ne sais pas à quel moment ils vont le faire. Voilà. Donc, d'ailleurs, je reviendrai, il y a un frère intellectuel sénégalais, là, j'ai écouté sur Afrique Média, je vais montrer un extrait dans les jours qui viennent, parce que lui, son intervention, je trouvais excellente, son interview. Il a été interviewé par Afrique Média. Voilà. Très intéressant à écouter. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que au Sénégal, en réalité, moi, je vous dis, d'abord le peuple, et si le peuple n'a pas vraiment les moyens, eh bien, je rappelle toujours, parce qu'il n'y a pas autre issue. Et d'ailleurs, eux, ils le disent dans leurs bouquins, et puis ils disent dans leurs interviews, Fanny Pigeot, et puis Ndongo Samba Silla, ils expliquent qu'en fait, c'est pas possible, comme le système est cadenassé, que quelqu'un comme Ousmane Sonko ou un autre civil qui veut en finir avec la France et les impérialistes, c'est pas possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est possible? C'est les jeunes militaires qui viennent avec les armes. Voilà. Donc, on a la chance qu'ils arrivent au même moment, au Mali, au Burkina et au Niger. Extraordinaire. Voilà. Parce que précédemment,
hein, quand il y avait des coups d'État, notamment le cas du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, il était tout seul. Voilà. Et donc, c'est pas évident. Très clairement. Voyez-vous? Donc, les choses sont claires. Donc, je dis, si le peuple arrive à renverser Macky Sall, et comme j'expliquais en thème d'image, je dis qu'en fait, Macky Sall, pour essayer de détendre un peu l'atmosphère, je pense en thème d'image, c'est un peu comme il a tellement volé le peuple, lui et puis ses partisans, ils ont volé beaucoup le peuple. Bon, tout est relatif. Ce qu'ils ont volé, c'est complètement dérisoire à côté de ce que a pu prendre depuis que Macky Sall est au pouvoir, hein, la France, le système de la France-Afrique. Voilà. Donc c'est dérisoire. Mais par contre, c'est très élevé quand on compare avec ce que gagne le Sénégalais moyen ou le pauvre. Voilà. Vous voyez? Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, par rapport à ça, au Sénégal, eh ben, il appartient, selon moi, aux jeunes officiers, hein, de l'armée sénégalaise, hein, eh ben, de prendre les choses en main en copiant les colonels au Mali, en copiant le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, en copiant le général Tchani, comment dire ça, au Niger. Voilà. Parce que ça existe déjà. Donc vous avez juste à copier. Voilà. Tout ça pourquoi? Tout ça pour que la souveraineté du peuple, hein, le pouvoir du peuple, ben, lui soit pas volé. Parce que Macky Sall, il sait très bien, comme la France, qu'il n'a aucune chance. Le peuple sénégalais le vomit et qu'ils étaient impatients depuis des années à dire que voilà, on attend 2024 pour en finir avec ce monsieur et son clan. Mais là, comme ils savent que c'est le cas, eh ben, ils ont décidé de faire un passage en force. Mais ça ne marchera pas. Oui, parce que l'alignement des planètes oblige, moi j'en suis convaincu, et que Ousmane Sonko, tôt ou tard, il prendra le pouvoir au Sénégal. Tout ce que je souhaite simplement, c'est qu'il soit en bonne santé. Voilà. Sinon, le reste, c'est une question de patience. Et la patience est une vertu. J'ai étudié ça à l'époque quand j'étais en terminale. Bon. Vous voyez, en philo, c'est le côté, c'est intéressant. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, en fait, Ousmane Sonko et ses partisans, je vous dis, le seul truc que je leur reprochais, c'était le choix de Juan Branco. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que Juan Branco a apporté comme valeur ajoutée, hein, le fait qu'il vienne là pour... Non, au contraire, lui, il avait plus besoin, hein, que ça soit mentionné dans son CV, qu'à un moment donné, il est venu pour être parmi les défenseurs, hein, de Ousmane Sonko. C'est ça qui l'intéresse. Mais sinon, il est dans le système de la France-Afrique. Et comme je vous dis souvent, que le système de la France-Afrique, il y a plusieurs compartiments. Vous avez le volet politique, vous avez le volet militaire, et vous avez le volet économique, un business, et puis vous avez le côté culturel. Dans toutes les, voilà, ça a été tellement bien travaillé, et c'est pour ça que ça perdure. Voyez-vous? Ah ben oui, ça a été mis en place, ce système-là, et des générations se succèdent, et puis, mais sauf que, ce qui est intéressant, justement, c'est que nous, quand je dis nous, je veux dire que tous ceux qui ont la même façon de penser que nous, qui ont le même paradigme, c'est-à-dire que c'est notre dévancier Frantz Fanon, j'aime beaucoup ce qu'il a dit, sa célèbre phrase, c'est chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. C'est très important de découvrir sa mission. Et là, vous avez le choix. Soit vous trahissez votre mission, ou soit vous l'accomplissez. Eh bien, justement, nous les panafricains, les authentiques, les vrais, pas les pacotils, là, hein, eh bien, nous avons décidé, hein, excusez-moi, d'accomplir notre mission. Et au Sénégal, nous avons quelqu'un comme Ousmane Sonko et ses partisans. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, ils sont tellement intelligents qu'ils ont trouvé un plan B, ils ont même un plan C aussi. C'est-à-dire que, finalement, comme Ousmane Sonko, eh ben, tout est fait pour qu'il ne soit pas éligible pendant 5 ans au minimum, eh ben, ils ont mis Bassirou. Et Bassirou, c'est extraordinaire parce que lui aussi, il est en prison. Bon. Et Bassirou, c'est l'alter ego de Ousmane Sonko. Et donc, en fin de compte, ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, quoique, on est là toujours à dire, là, Ousmane Sonko. Non, on a compris. Et c'est même tellement on a compris qu'on a mis Bassirou. Et eux, ils savent très bien, quand je dis eux, je parle de Macky Sall et puis la France, c'est que Bassirou, il va être élu au premier tour. Voilà. Ils le savent. C'est pour ça qu'il y a tout ce tapage-là. Hein, ils font du diversion, ils font tout pour que ça n'arrive pas. Maintenant, il faut que le peuple, hein, d'une part, et les jeunes officiers prennent leurs responsabilités. Hein. C'est très, très important parce que les enjeux, c'est le pétrole, le gaz, et qui a été découvert là récemment au Sénégal. Il s'agit que ça revienne au peuple. Hein. Exclusivement au peuple. Que le peuple se serve d'abord, le peuple sénégalais, pour le gaz et le pétrole. Et puis les miettes, là, il va donner ça aux sociétés étrangères. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, j'ai dit, pour terminer, hein, je reviendrai évidemment, parce que c'est un plaisir, hein, le sujet là qui se passe au Sénégal. C'est très intéressant. Hein, parce que Macky Sall, par ses agissements, par ses turpitudes, je vous dis, il est en train d'enterrer la CEDEAO. C'est clair. Hein. Et je dis donc, pour moi, pour terminer cette vidéo, je dis, vive vive l'AES, hein, et puis à mort la CEDEAO. Voilà. C'est ça. Vive l'AES et à mort la CEDEAO. Là. Et la CEDEAO, elle-même, elle a participé à sa mort. Hein.
elle s'est fait harakiri, si on veut utiliser, il y a tellement de termes à utiliser. Donc, pour ceux qui sont courageux au niveau de la lecture, je vais vous présenter les bouquins, voilà, de Fanny Pigeot et puis du frère Ndongo Sambasila. Bon, il y a ça, je vous dis qu'ils ont écrit auparavant, hein, il y a quelques années, sur le franc CFA, l'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, voilà. À la limite, je vais vous dire que moi, c'était François Mattei, le journaliste qui est mort maintenant, mais lui, il avait écrit justement un bouquin, on l'a jamais eu parce que ça a été censuré dès que c'est sorti. Et j'ai couru ici à Paris pour aller même dans la maison d'édition, et c'était fermé, mais définitivement, vous voyez. Et c'était la France CFA, le cash, hein, cash avec un C, hein, C-A, voilà, cash, S-H, je vois, cash de la France-Afrique, voilà, le franc CFA. De toute façon, vous voyez dans mon logo, là, rouge, là, voilà, c'est ça. Ça, c'était la couverture du livre de François Mattei. Voilà, il est plus vivant, il a disparu, enfin, il est mort. Bon. Et puis, le dernier livre qu'ils ont fait, là, c'est justement, je vous dis, c'est La démocratie en France-Afrique, hein, une histoire de l'impérialisme électoral. D'ailleurs, le thème qu'il utilisait, il disait que vous avez le suffrage universel, mais ce qui se passe avec la France, c'est qu'elle a décidé depuis toujours qu'il y ait au-dessus du suffrage universel, le suffrage impérial. Et moi, j'ajoute qu'il y a justement le suffrage finalement colonial. Voilà. Voilà. Hein. Donc, Fanny Pigeot et Ndongo Sambasila, leur dernier ouvrage, voilà, vous vous procurez pour ceux qui sont courageux. Et je vous dis toujours que blablater, c'est bien, mais c'est encore mieux la lecture. Voilà, c'est l'idéal. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout.